Rebonjour aux auditeurs de Radio Air Libre, Africa Diamant 87.7 FM. Nous sommes aujourd'hui le 20 septembre et nous recevrons l'ASBL GAM qui vient nous parler de ses activités et de sa campagne pour la reconnaissance du métier de garde à domicile. J'ai deux invités avec moi, Brieux Laurent qui est le responsable de cette ASBL, mais il va peut-être mieux se définir, ainsi que Eric Nguewa qui accompagne donc Monsieur Laurent Brieux. Monsieur Brieux Laurent, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous un tout petit peu ce métier de garde à domicile. On connaît les gardes malades, on connaît des aides à domicile, mais garde à domicile, on ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est qu'un garde à domicile? C'est vrai que c'est un métier qui existe déjà depuis un certain nombre d'années et qui est d'ailleurs reconnu en région wallonne et existe aussi en région flamande, mais toujours pas de statut ici à Bruxelles. Alors qu'est-ce que c'est? C'est reconnu en région wallonne. Tout à fait. Donc il y a eu un décret qui a défini un statut et un cadre légal pour le métier de garde à domicile en Wallonie depuis 2005. Et donc nous combattons depuis un certain nombre d'années, donc 15 ans, pour la reconnaissance de ce métier ici en région bruxelloise. Alors qu'est-ce que c'est que le métier de garde à domicile? Je vais vous en donner une petite définition théorique de notre expérience, mais je pense que par des exemples, Eric, qui est garde à domicile, pourra vous expliquer ça un peu mieux. Mais sinon, le garde à domicile, contrairement à d'autres métiers, il est centré sur le bénéficiaire. Quand on va à domicile, il est vraiment centré sur le bénéficiaire et il accompagne le bénéficiaire de jour comme de nuit par une présence active de longue durée, en fait, afin forcément de maintenir son autonomie et de pouvoir rester à domicile le plus longtemps possible, puisque c'est quand même le grand souhait de nos bénéficiaires, c'est de pouvoir rester le plus longtemps possible à domicile. Et donc quand je dis... Quand vous dites bénéficiaire, qui est ce bénéficiaire? On a tendance à penser que c'est un malade, c'est une personne âgée, non, c'est n'importe qui. Tout à fait. Qui est bénéficiaire? Donc, nos bénéficiaires, c'est toute personne adulte en perte d'autonomie, âgée, malade, désorientée, handicapée, en soins palliatifs, habitant seul ou avec ses aidants proches, et habitant la région de Bruxelles-Capitale. On ne peut pas être jeune, on ne peut pas être enfant et avoir besoin d'un garde à domicile? Si, et d'ailleurs il existe des services de garde malade pour enfants que proposent un certain nombre de mutuelles notamment, mais nous on est spécialisé entre guillemets sur les adultes, donc personnes de plus de 18 ans, pour les accompagner et les aider afin de favoriser leur autonomie et leur maintien à domicile en fonction de leurs difficultés. Alors, qu'attend-on en fait d'un garde malade, d'un garde à domicile? Vous voyez déjà la difficulté. Voilà, tout à fait. Vous avez bien raison. Alors, pourquoi on n'appelle pas ça garde malade à domicile? Oui. Parce que le titre de garde malade est un titre, entre guillemets, qui est protégé. C'était une fonction qui était exercée il y a un certain nombre d'années aussi, où finalement on externalisait finalement le travail d'une infirmière à domicile. Et on appelait à ce moment-là, ce métier avait été appelé garde malade. Ici, et en plus, nous n'aidons pas que les malades, mais toute personne en perte d'autonomie. Donc ça peut être une personne âgée, qui a des difficultés de mobilité. C'est une condition, la perte d'autonomie? La perte d'autonomie, tout à fait. D'ailleurs, avant toute prise en charge, nous avons des assistants sociaux qui réalisent des visites à domicile et qui font une analyse, une anamnèse de la situation et leur demandent aussi une évaluation de l'autonomie. Et donc il y a une échelle d'autonomie qui doit être remplie, complétée par le médecin traitant ou le médecin de famille de la personne. Alors ce premier point, vous dites qu'il faut que la personne qui a besoin d'un garde à domicile soit en perte d'autonomie. Il y a donc cet aspect-là, aspect physique, perte d'autonomie physique, j'espère. Peut-être pas d'autres types d'autonomie. On a une grande partie de nos bénéficiaires, et c'est un tiers de nos bénéficiaires, sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou souffrent d'une démence. Et donc, qui n'ont pas forcément de problèmes physiques, donc ils savent tout à fait se déplacer et être autonomes physiquement, mais qui, effectivement, liés à la maladie ou à la démence, eh bien, nécessitent d'une aide comme la nôtre pour pouvoir continuer à vivre chez eux et développer leurs propres activités. Alors, quand le garde malade,
Vraiment, j'ai du mal à faire la différence entre le garde seul. malade et garde à domicile. Nous sommes habitués à des gardes malades. Tout à fait. Les gardes à domicile, c'est un peu particulier. Particulier. Voilà. Et raison de plus pour que vous veniez nous en parler. Donc, il y a ces aspects physiques, des aspects psychologiques. J'ai noté aussi que parmi ce qu'on attend des gardes malades, il y a aussi d'être un peu créatif, de proposer des jeux ou, je sais pas, Tout à fait. en tout cas des éléments créatifs sont attendus de la part d'un garde à domicile. Effectivement, et d'ailleurs c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, le garde accompagne le bénéficiaire par une présence active. Et donc c'est une présence puisqu'il garantit sécurité, hygiène et confort. Et en même temps il donne la possibilité à l'aidant proche de prendre un peu de répit. Mais en même temps, la présence elle est active parce que par ces activités, le garde à domicile va vraiment avoir un accompagnement avec une dimension qualitative en proposant des activités qui soient vraiment adaptées au bénéficiaire, à son potentiel, mais surtout à ses envies et à son vécu. Et donc, il va pouvoir utiliser le temps qu'il a, parce que les prestations, donc je disais toujours présence active de longue durée, donc ce sont des prestations de longue durée, c'est minimum 3 heures, mais en moyenne, chez nous, les prestations sont de 5 heures, donc ça peut aller, un garde à domicile peut travailler jusqu'à 11 heures sur la journée, et donc les prestations sont longues, et donc il faut pouvoir effectivement occuper le temps qu'on passe avec le bénéficiaire, et tout ceci en fonction toujours avec le but du maintien à domicile. Et donc on va proposer une série d'activités. Et ça peut être effectivement des activités plutôt ludiques, via des jeux de société et autres. Ça peut aussi être des activités, des exercices de gymnastique, ou aussi proposer à la personne d'aller faire une promenade s'il fait bon, etc. On peut aussi aider la personne dans cette activité d'aide à la vie journalière. Et donc on ne va jamais faire les choses à la place de la personne, mais on va vraiment la soutenir, l'accompagner, l'aider, la stimuler pour qu'elle puisse arriver d'elle-même à les faire. Tout ceci, est-ce que c'est le même garde à domicile qui le fait ou il y en a plusieurs qui y arrivent pour aider cette personne qui est en manque d'autonomie? Et donc là, ça va vraiment dépendre du nombre d'heures de prestations demandées par le bénéficiaire et de la longueur aussi des prestations, puisque tous les gardes à domicile qui sont engagés à gamme sont engagés sous un contrat, ils ont un contrat de travail, et donc nous avons effectivement une législation respectée. Et donc ce qui fait qu'effectivement, en fonction de la longueur et la longueur des prestations et le nombre de prestations, il y aura une petite équipe qui se mettra en place. Ce qui permettra aussi aux bénéficiaires, le jour où la personne prend ses congés, où le garde à domicile tombe malade, eh bien, on peut remplacer aisément le garde à domicile par un autre garde à domicile, mais que le bénéficiaire connaît déjà. Et donc, ça évite la perte de repères, parce que les repères, c'est important. Et donc, on met en principe toujours une petite équipe en place pour aider au mieux le bénéficiaire et lui garantir un maximum, en tout cas, le service. Alors, il y a un dernier aspect, c'est l'aspect aide familiale. J'ai aussi lu sur votre site que le garde à domicile pouvait aussi s'occuper de donner à manger à la personne. Tout à fait. Mais vous faites très bien de poser la question parce que c'est souvent la difficulté que nous rencontrons, que ce soit auprès des bénéficiaires ou même des institutions, d'expliquer la différence. Et donc, tout à l'heure, je disais, donc le garde à domicile est vraiment centré sur le bénéficiaire. C'est ça qui est vraiment, c'est cette notion-là qui est importante, puisque le garde à domicile ne va jamais pouvoir quitter le bénéficiaire pour aller dans une autre pièce et éventuellement faire du repassage ou une lessive ou préparer à manger. Ils sont liés. Ils sont vraiment liés avec le bénéficiaire et sont constamment à côté de lui. Et donc, pour leur garantir donc, leur sécurité aux bénéficiaires. Et donc, ils ne vont jamais non plus, à un moment donné, quitter le domicile pour aller faire une course à l'extérieur. Non, s'ils le font, c'est toujours accompagné du bénéficiaire. Mais est-ce que ceci suppose que c'est toujours des cas, pour les bénéficiaires, des cas lourds, qui exigent donc cette présence et cette proximité de manière permanente? Alors, il est vrai qu'en grande majorité, nos bénéficiaires sont des cas dits lourds, on va dire, et donc qui nécessitent cette présence constante et continue auprès d'eux, ça c'est vrai. Mais donc voilà, la différence avec l'aide familiale, elle est aussi dans le fait que nous, notre but, il est vraiment, on arrive à domicile, on n'a pas de plan d'aide ou de tâches spécifiques à faire. Quand Eric va à domicile chez le bénéficiaire, il a
des données, des informations sur le contexte et la situation et éventuellement la pathologie du bénéficiaire. On ne va jamais lui dire, voilà Eric, tu vas faire ceci, 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 donc tu vas faire une lessive, tu vas faire à manger, tu vas donner les médicaments. Non, c'est vraiment dans le but. Le but, c'est vraiment, on est là pour le bénéficiaire. Et en fonction de l'état de santé du bénéficiaire sur le moment, en fonction des envies du bénéficiaire, en fonction du temps qu'il fera, est-ce qu'on va sortir ou pas, etc., eh bien, le garde à domicile va devoir s'adapter à cette situation. Contrairement, l'aide familiale, elle, va arriver à domicile avec un plan d'aide, des tâches bien définies. Bon, aujourd'hui, je vais forcément m'occuper du bénéficiaire, mais je vais aussi préparer à manger, je vais aller faire les courses, je vais mettre une lessive, et donc elle aura une dimension qui est plus collective, comme on peut dire, parce qu'elle va à la fois s'occuper de l'ensemble de la famille et à la fois s'occuper de l'environnement du bénéficiaire, par toutes les tâches d'aide à la vie journalière qu'elle va faire elle-même. Au-delà de ça aussi, l'aide familiale a une dimension éducative. Donc elle va vraiment aider la famille au niveau éducation, même au niveau éducation des enfants. L'aide familiale, elle a aussi une dimension qui est sociale. Et quand je dis sociale, ça veut dire qu'elle a des tâches au niveau administratif, elle va pouvoir vraiment aider le bénéficiaire au niveau administratif, aller à la banque pour le bénéficiaire, aller à la poste, etc., etc. Et même avoir une intervention dans le budget, comment le bénéficiaire pourrait gérer son budget, etc. Et ça, ce n'est pas le cas. Non, voilà, le garde à domicile, il est vraiment... c'est pour ça qu'on dit souvent, la grande qualité du garde à domicile, c'est son relationnel, puisqu'il est constamment en présence du bénéficiaire, et il va lui passer des longues heures auprès du bénéficiaire. Donc il va devoir effectivement occuper le temps avec le bénéficiaire de manière qualitative, et donc proposer un certain nombre de choses, mais parfois seule la présence est suffisante. Et comme je dis toujours aussi, et j'en ai parlé la fois dernière à Eric, être présent, c'est aussi permettre à la personne de pouvoir rester à domicile, parce que donc la personne va pouvoir se dire, à un moment donné, elle a dû discuter, aller à la toilette par exemple, mais le fait de se dire qu'il y a quelqu'un à côté d'elle, elle va se lever d'elle-même et faire les quelques pas qui sont nécessaires pour le faire. Si on n'était pas là, elle ne le ferait pas. Alors, avant de retrouver Eric, vous demandez que les gardes à domicile soient physiquement aptes, parce qu'il faut aider physiquement vraiment, comment dirait la personne qui en a besoin. Vous lui demandez de faire aussi un peu dans le psychologique. Il doit tisser des relations assez intimes quand même avec la personne qui l'aide. Vous lui demandez d'être créatif, d'imaginer des choses par rapport à cette personne. Vous lui demandez aussi de temps en temps de donner vraiment des vrais coups de main à la maison. Mais c'est un côté éclectique, c'est pas toujours facile à trouver. Comment assurez-vous qu'une personne puisse avoir toutes ces compétences, ou en tout cas qu'il puisse être à l'aise avec cette personne qu'il va aider? Tout à fait, c'est une réalité. Mais donc, les profils des gardes à domicile que nous engageons, il faut peut-être rappeler quand même, ou expliquer que GAM a deux missions en fait. Donc il y a la mission d'aider toute personne en perte d'autonomie en proposant un service de garde à domicile, mais nous avons aussi une mission d'insertion socio-professionnelle. Et donc nous engageons un grand nombre de personnes dites peu qualifiées, qui se trouvent sur le marché de l'emploi depuis un certain nombre d'années aussi, et nous les formons. Et donc, pour pouvoir arriver à proposer un service de qualité et donc une prise en charge adaptée des bénéficiaires, eh bien, nous formons les gardes à domicile. Alors, à la fois, il y a, via un partenaire qui s'appelle ID53, une formation au préalable, donc en amont, avant même l'engagement à GAM. Il y a une formation de 4 mois qui est donnée. Ça fait plus ou moins 15 ans qu'elle est donnée par le centre de formation ID53 et qui est une formation qui a évolué et qui est tout à fait spécifique au métier de garde à domicile et aux réalités que les gardes à domicile rencontrent sur le terrain. Et au-delà de ça, une fois engagés sous contrat à GAM, les gardes à domicile poursuivent une formation continuée de 250 heures par an. Donc c'est une formation qui est conséquente, plus un encadrement. Il y a aussi, nous avons chez nous un système d'encadrement où ils ont à la fois un responsable d'équipe, mais aussi un chef d'équipe adjoint, qui est un ancien garde à domicile et qui va accompagner... Des gens de terrain, quoi. Voilà,
quelqu'un de terrain qui va vraiment accompagner le garde à domicile sur le terrain en fonction des besoins, des difficultés, pour coacher, soutenir et aider un maximum les gardes à domicile. Mais donc, j'insiste vraiment, il y a un plan de formation conséquent et qui est nécessaire, comme vous le dites, puisque c'est très éclectique. Et donc, il est en place chez nous. Et ce sont des formations qui sont tout à fait adaptées au métier. Avant de revenir à vous sur les questions de reconnaissance, puisqu'il y a des formations que vous donnez, il y a toute une série de choses, ça pose vraiment la question de la reconnaissance de ce métier et de la formation que vous prodiguez. On va retrouver donc Eric Ngewa. Vous êtes garde à domicile auprès de GAM. Dites-nous d'abord comment est-ce que vous arrivez à GAM. Oui, merci beaucoup. Si vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu. Ouais. Je suis arrivé à GAM en étant demandeur d'emploi. Tout simplement. Ouais. Et je suis tombé sur l'offre. Et je me suis présenté. Tout s'est bien passé. J'ai intégré l'équipe de GAM. Mais au départ, moi, j'ai une formation. Et comme ça, j'étais un peu content de vous entendre poser des questions par rapport aux aides familiales. J'ai une formation d'aide familiale au départ. Donc, ça n'avait pas eu de souci pour moi pour pouvoir intégrer GAM. Je suis arrivé, j'ai profité et j'ai travaillé à GAM. Et ça fait déjà 3 ans que je suis à GAM. Est-ce que, comment dirais-je, tous ces éléments que nous avons soulevés avec Brié, Laurent, sont des problèmes que vous rencontrez au jour le jour lors de votre travail? Oui, effectivement, nous rencontrons ces problèmes. Mais comme l'a dit Brié, nous sommes assez forts, nous avons toutes les compétences pour pouvoir y faire face. En tout cas, oui. Alors, donnez-nous un tout petit peu une idée sur une journée de travail, ou peut-être pas une journée, les heures, 3-4 heures de travail auprès d'un bénéficiaire. Ben, effectivement. Vous commencez d'abord obligatoirement par GAM, ensuite vous allez chez le bénéficiaire, ou bien vous pouvez y aller directement et vous commencez. Quel est votre planning? Nous y allons directement, mais comme elle avait dit Brié, nous n'avons pas de plan précis. Nous allons pour pouvoir aider les personnes. Nous ne partons pas de GAM, parce que nous avons un horaire déjà établi, à moins qu'il y ait changement. Et de chez nous, nous allons directement voir les bénéficiaires que nous connaissons. C'est vrai qu'il y en a que nous ne connaissons pas encore, nous pouvons aller directement. Mais une fois là-bas, nous arrivons, après les présentations, après les bonjours, nous sommes vraiment autour de la personne, déjà savoir comment elle a dormi, ce qui s'est passé, quels sont les services qui sont déjà passés. Et pendant que nous sommes là, il y a aussi des autres services qui viennent, notamment les aides familiales, et ça ne nous dérange pas, et nous ne les dérangeons pas non plus. Donc, et nous sommes vraiment sur la personne, savoir l'humeur du jour. S'il y a des aides proches, nous leur demandons ce qui s'est passé. Et comme vous savez, notre rôle, c'est vraiment la sécurité de la personne que nous aidons, les accompagner. Donc, ensemble, nous adaptons les activités à réaliser dans la journée par rapport, selon le temps. Et en tout cas, les choses nous faisons ensemble et de telle sorte que nous mettons la personne que nous aidons au centre, dans ce sens qu'elle soit l'acteur de ce qui va être fait. Vos préférences, c'est quoi? C'est de sortir la personne pour qu'il soit quand même à l'extérieur, ou vous vous arrangez plutôt pour que toutes ces activités que vous leur offrez se fassent chez eux, à la maison? Parce que quand même, quelque part, une des missions, c'est quand même que ces personnes-là restent au maximum chez eux à la maison. Par rapport à, par exemple, le fait d'être placé en institution. Mais voilà, donc, comme ces personnes ont fait le choix de rester à domicile, nous les accompagnons dans ces choix-là. Et je n'ai pas de préférence par rapport à sortir ou pas. Sortir, c'est la personne, parce que comme je dis, il doit être acteur. Elle doit être acteur, la personne, le bénéficiaire, comme ça je reste sur le bénéficiaire. Il doit être acteur. Donc, je n'ai pas de préférence, je propose des choses, mais c'est lui qui décide de ce qui doit être fait. Je ne peux pas l'obliger à sortir s'il ne veut pas sortir. Nous savons que les personnes d'un certain âge, parce que je crois que l'essentiel quand même des personnes qui ont besoin d'un tel service ont un certain âge, un âge assez avancé, nous savons qu'ils sont difficiles. Ils sont très très difficiles. Il y a des jours où vous craquez? Craquer, non, parce que nous avons non, nous sommes là parce que nous
nous venons avec une seule idée, aider, accompagner. Donc nous évitons de craquer. C'est vrai que ce n'est pas toujours la même chose. La même personne qu'on a rencontrée hier, ce n'est pas la même personne qu'on rencontre demain ou après-demain. Il y a des humeurs. Il y a des humeurs. Donc nous nous adaptons parce que notre but c'est de les rapporter cette aide-là et ils sont conscients que notre aide est très importante pour eux. Donnez-nous quand même un cas ou un exemple. Nous savons très très bien que créer une certaine intimité, une relation, Brouillard a parlé de relationnel entre le garde à domicile et le bénéficiaire. Il y a des cas quand même où vous avez dû jouer au psychologue pour y arriver. Parce que la première fois, la personne disait, écoutez, bon, moi, je ne veux pas de ces gens-là. Bon, voilà. Pourtant, on sait que à terme, ça va venir. Cette relation va arriver. Mais ce sont les premiers jours qui sont quand même les plus difficiles. Effectivement, les premiers jours sont difficiles. Mais comme vous savez, quand il faut s'adapter, il faut s'adapter. Parfois, un petit recul, ça vaut la peine pour pouvoir mieux sauter, comme on dit. On est là, en tout cas, pour eux. On leur fait comprendre pourquoi on est là. Et ils comprennent. Ils comprennent. Surtout la famille. Avant de partir, ils laissent quand même quelques moralités quelques instructions, pour voir. Parce qu'en général, quand vous arrivez, il y a parfois la famille qui vous dit écoutez, il n'est pas de bonne humeur, ne lui dites rien, ne faites rien, restez seulement là. Mais quand ils reviennent, ils nous trouvent en train de faire des choses ensemble, des activités. Donc c'est quand même un peu complexe. C'est vrai qu'on ne sait pas, mais on arrive toujours à faire des choses parce qu'ils sont conscients que nous sommes là pour eux. Qu'est-ce que GAM vous a apporté en termes de formation, en plus de ce que vous étiez déjà? Vous étiez garde aide à domicile, aide familiale, pardon. Ouh là là, c'est difficile de faire la différence. Vous étiez déjà aide familiale, donc très proche du métier que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce que GAM est venu rajouter en termes de formation sur vos acquis? En tout cas, j'ai reçu beaucoup de choses et je continue de le recevoir parce que ce sont des formations continuées. J'ai fait ma formation il y a quelques années déjà, et c'est de l'actualité, par rapport à la psychologie, par rapport aux soins palliatifs, parce que toutes ces formations-là, GAM nous les donne. J'ai reçu beaucoup de choses, ne serait-ce que la manutention, parce que nous avons des formations de manutention, ne serait-ce que ça. On peut faire mal. On peut faire mal, et c'est faire mal aussi. Mais tous les jours, nous avons ces entraînements. Donc, ça nous aide. J'apprends beaucoup et je suis vraiment content parce que c'est un plus, oui. On peut faire ce métier jusqu'à quel âge? Parce qu'il y a des besoins physiques. Autant qu'on peut. Mais même question pour Brieux. Vous attendez des candidats jusqu'à quel âge? Toute personne qui souhaite devenir garde à domicile à GAM est la bienvenue. Il y a une sélection qui se fait via les profils, mais il n'y a aucune discrimination. Il n'y a pas de limite d'âge, non. Maintenant, il est clair que, et c'est tout le processus et le travail sur la reconnaissance qu'on parlera tout à l'heure, c'est clair qu'il y a des questions à se poser, mais pas seulement sur le métier de garde à domicile, mais sur l'ensemble des métiers d'aide à domicile, sur l'âge et les difficultés avec l'âge de faire ce type de métier. D'autant plus qu'il y a un vieillissement de la population, donc il y a une complexité au niveau avec le vieillissement, on crée des nouvelles pathologies, des situations de plus en plus lourdes, et ce souhait du plus grand nombre de rester à domicile. Et donc c'est essayer, comme disait tout à l'heure Eric, c'est vraiment s'adapter un maximum à la personne et à la situation. Et donc, mais c'est le garde à domicile, mais c'est aussi l'ensemble de l'institution, de l'SBL qui doit le faire. Vous nous avez amené, Eric, dans un des documents que j'ai lu, on dit la garde à domicile. Pourquoi on a un homme alors que on a l'impression que c'est un métier qui est plutôt destiné aux femmes. En tout cas, ce document-là, c'était la garde à domicile. Alors, il est vraiment, c'est un métier qui est majoritairement féminin, c'est vrai, même si ces 3-4 dernières années, on recrute de plus en plus d'hommes, et donc il y a de plus en plus d'hommes qui se proposent. Et donc, voilà, maintenant la difficulté aussi, si on n'avait que des hommes, par exemple, ou une majorité d'hommes chez nous, la difficulté, c'est que les bénéficiaires ne souhaitent pas toujours avoir des hommes chez eux. Il y a toujours ces tabous
C'est comme... Ils ont une exigence à ce niveau-là. Ils peuvent choisir un homme ou une femme ou vous l'imposer. Parce que côté médical, on ne peut pas toujours choisir son médecin. Non, les tout à femmes fait. qui doivent accoucher, je sais pas, les Tout à gynécologues, fait. ça a posé beaucoup de problèmes ici en Belgique, le Ouais. fait d'exiger une femme ou un homme pour sa femme. Alors, Voilà. on essaye toujours de trouver un arrangement. Maintenant, nous, on n'est pas dans le soin, on est vraiment dans l'aide plutôt relationnelle. Et donc, mais c'est comme vous disiez tout à l'heure, la première prestation, c'est la prestation la plus difficile. Parce que là, effectivement, il va falloir rentrer en contact une première fois avec le bénéficiaire. Et ce, quelle que soit la personne, entre guillemets. La personne rencontre une nouvelle personne. Et donc, il y a un gros travail qui se fait. Mais bien souvent, après quelques heures et après une première ou une deuxième prestation, la relation s'est enclenchée. Et là, qu'on soit un homme ou une femme, eh bien, ça se passe généralement super bien. Et on a déjà eu des situations où la dame, c'était une bénéficiaire qui souhaitait absolument que des dames. Mais on a eu des situations où les plannings ne le permettaient pas. Et donc, on a proposé un garde à domicile homme. Et bien souvent, je veux dire, dans une grande majorité des cas, dans ce genre de situation, eh bien, une fois que le contact s'est établi, eh bien, le genre se fait oublier, entre guillemets. Et, mais c'est parce qu'on n'est pas dans le soin non plus. Hein. Donc, il y a certains soins, il y a certaines choses qui sont de l'ordre de l'intimité, mais donc voilà. Vous évoluez sur les plates-bandes de beaucoup d'autres métiers. Quelle est vraiment la spécificité qui ferait qu'une autorité de la région bruxelloise puisse dire ce métier-là, pourquoi ne pas le reconnaître? Parce que, bon, le métier n'est pas reconnu, mais ceux qui, justement, seraient plutôt négatifs ont beaucoup d'éléments pour, comment dirais-je, pour contrer, disant que, bon, soit c'est des ânes malades, des gens de sécurité, ainsi de suite, mais tous ces métiers-là, on peut trouver des gens déjà reconnus pour le faire. Quel est vraiment l'élément qu'on peut isoler de ce métier pour justifier que vous demandiez une reconnaissance? Tout d'abord, je vais peut-être juste rectifier une petite chose, c'est qu'on ne marche pas sur les plates-bandes des autres métiers, mais on est vraiment complémentaires. En tout cas, c'est vraiment notre volonté. Et c'est notre constat sur le terrain, comme l'expliquait tout à l'heure Eric. La spécificité, mais comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment centré sur le bénéficiaire. Et donc, je vais prendre une situation. Pour être plus concret, vous avez par exemple, on travaille aussi une spécificité, ça c'est vraiment que c'est important, nous proposons des prestations qui sont plus longues que la plupart des autres services, parce que c'est en moyenne 5 heures chez nous. Vous prenez une aide familiale, c'est entre 1h30, 3 heures, voire 4 heures. L'infirmier, il fait un passage. L'aide ménagère, elle est là pour le ménage spécifiquement, et elle est là maximum Les 4 heures. 5 heures, c'est quotidien 5 heures, c'est la moyenne des prestations en général qui est demandée. Et donc oui, c'est un quotidien par bénéficiaire. Par bénéficiaire, je veux dire. Tout à fait. Donc carrément, vous êtes présent tout le temps chez cette personne. Tout le temps. Ah non, il y a des bénéficiaires, on est là entre 30 et 40 heures par semaine. Donc c'est une présence continue, donc de jour, mais de nuit. On travaille la nuit, donc on fait les soirées, on travaille les week-ends. On travaille les jours fériés. Donc c'est vraiment un service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc on a une équipe de nuit, etc. Donc c'est une différence que les autres services ne proposent pas. Et donc je répète, on est vraiment centré sur le bénéficiaire. Et donc pour vous donner aussi un exemple, on a eu une prestation par exemple où on arrive et donc on fait une prestation de 8h à 16h. Et donc la garde à domicile arrive à 8h et elle retrouve madame est au lit, et elle retrouve madame dans ses selles jusqu'au haut de la tête. Et l'infirmière, le passage de l'infirmière, c'est 11h. Donc on sait que la tournante, l'infirmière indépendante, elle a une tournante et donc elle passe chez le bénéficiaire. Et donc 8h on arrive, nous ne sommes pas censés nous faire la toilette, nous ne sommes pas censés nous faire un certain nombre, refaire un lit, etc. Maintenant, on a... tous nos gardes à domicile sont formés et ont les compétences pour pouvoir, en termes d'hygiène, en termes de manutention, comme disait Eric, etc., pour pouvoir agir dans des situations comme celle-là. Mais notre but au départ, ce n'est pas de faire ce genre de tâches précises. Vous pouvez suppléer.
Et donc, si jamais, dans le cadre de la prestation, comme là, elle arrive à 8 heures, on ne va pas attendre jusqu'à 11 heures que l'infirmier arrive pour faire la toilette, on va dépanner, on va faire les choses parce que la personne a les compétences pour pouvoir le faire, mais elle n'est pas infirmière, donc elle n'est pas censée le faire. Mais là, pour le confort de la personne, elle fera cet acte-là. En cas de problème. En cas de problème, effectivement. Non, je veux dire, en cas de problème, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il peut aussi aider à donner un médicament. J'ai lu dans vos documents. Alors, en cas de problème, qui en assume la responsabilité? Et c'est tout le vide actuel, et d'ailleurs, c'est même au niveau des aides familiales, c'est aussi des questions qui se sont posées durant de nombreuses années, et donc sur lesquelles il faut effectivement plancher. Et c'est pour ça que nous souhaitons la reconnaissance du métier pour définir, première chose, le métier, donc lui donner un statut, mais aussi définir le cadre légal et donc pouvoir dire, voilà, le garde à domicile, voici ses limites, voici ce qu'il peut faire. Et aussi forcément définir une formation qui soit spécifique au métier. Mais il y a plein de possibilités. Je ne dis pas qu'il faut absolument créer une nouvelle formation de garde à domicile. Non, je dis qu'il y a des formations, je parle beaucoup de complémentarité, mais c'est vrai qu'il y a aussi des similarités, comme vous le disiez tout à l'heure, avec l'aide familiale par exemple. Il y a effectivement des tâches qui se recoupent. Mais donc, à ce moment-là, il y a effectivement aussi, au niveau des formations, beaucoup de similarités. Pour l'autorité, oui, qui ne vous a pas encore reconnu, quel est le problème? Vous avez organisé un colloque sur ce sujet. Quelles ont été les grandes conclusions et où se trouve le problème? Alors, les conclusions, je pense que je peux vraiment le dire à l'heure actuelle, puisque je continue les rencontres politiques avec les nouveaux ministres qui ont été élus. Le besoin, il est clair et net. Là, maintenant, tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a un besoin auquel il faut répondre, et ce besoin peut être répondu par un garde à domicile. D'ailleurs, à titre d'information, nous ne répondons pas à 63% des demandes chez nous. Tellement la demande est élevée. Tellement la demande est élevée. Et là, je vous parle d'une demande qui arrive chez nous. Donc mais il y a une demande qui n'est pas quantifiée, puisque c'est un travail qui se développe beaucoup aussi au noir. Pourquoi vous ne vous contentez pas de la situation actuelle? Parce que vous êtes quand même créé, GAM a été créé par toute une série d'institutions, dont des institutions publiques, si je ne me trompe pas. Et puis, vos activités sont quand même financées, vous recevez des subsides. Que voulez-vous de plus? Exactement, et donc juste pour le rappel, c'est vrai que GAM, ça fait 15 ans qu'elle existe. Elle a été créée par les 5 centres de coordination et d'aide à domicile de Bruxelles, par 4 missions locales et 3 centres de formation, et qui ont fait en 1999 le constat déjà à l'époque qu'il y avait un besoin de la population par rapport à une aide à domicile, mais qui n'était pas proposée à l'époque. Et donc dans cette fameuse chaîne des aides à domicile, aide familiale, aide ménagère, kiné, infirmière, etc., il manquait quelque chose. Ils se sont dit, proposons le métier de garde à domicile, le service de garde à domicile. Ils ont fait aussi le constat à l'époque déjà d'un nombre de demandeurs d'emploi peu qualifiés assez important en région bruxelloise. Et donc ils se sont dit, créons une SBL qui propose, qui marie ces deux missions, qui ne sont pas évidentes. Mais donc voilà, et donc c'est vrai que depuis 15 ans, GAM est subsidié via les aides à l'emploi, et donc ça représente 75% de notre budget. Et est reconnu aussi depuis 2005 ILD, donc Initiative locale de développement d'emploi, donc on fait partie de l'économie sociale. Et donc c'est vrai que nous sommes déjà 75 personnes à GAM, dont 61 gardes à domicile, donc c'est déjà effectivement c'est une grosse structure. Une grosse structure subsidiée à 85%, puisqu'il y a quand même 15% qui viennent de la facturation que nous faisons aux bénéficiaires, donc des tarifs que nous proposons. Mais c'est d'où là aussi l'importance de la reconnaissance, c'est que malheureusement aussi, un certain nombre de Bruxellois, dans le besoin, ne peuvent pas avoir accès à notre service de la tarification que nous avons dû mettre en place pour nous pouvoir survivre et proposer ce service de qualité aussi. Mais donc, pour revenir à votre question, nous, notre demande, on pourrait se contenter de rester comme ça et de proposer le service de garde à domicile comme on le fait depuis 15 ans. Mais déjà, ne fût-ce que par rapport aux gardes à domicile, leur proposer un statut, une reconnaissance, une valorisation du travail et du métier qu'ils font.
mais aussi par rapport à tout le travail et les réalités qu'on rencontre sur le terrain, le travail au noir qui est développé, qui se développe de plus en plus, des associations aussi, pas des associations, mais des organismes aussi à but lucratif qui proposent des services mais extrêmement chers et non accessibles aussi. Et donc nous c'est pour tout ça. Vous voulez protéger le métier? C'est pas le protéger, mais en tout cas, c'est lui donner un cadre légal et de dire, voilà, il y a à l'heure actuelle sur le terrain un certain nombre de services qui proposent de la garde à domicile, non officiellement, et avec des gens qui n'ont pas la formation, qui n'ont pas l'expérience non plus, et avec tous les risques que cela comporte pour le bénéficiaire aussi. Et donc, nous, c'est ça, on veut officialiser ce qui existe, et c'est aussi pouvoir permettre une offre de services adaptée et accessible à tous les Bruxellois qui en ont besoin. La région wallonne reconnaît ce métier, pas la région bruxelloise, c'est bizarre, dans la même communauté française. Effectivement, c'est une question. Alors, je rebondis à la question que vous posiez tout à l'heure. Pourquoi les autorités, qu'est-ce qui bloque en tout cas? Ça, c'est mon opinion de mon expérience et des différentes rencontres que j'ai vécues. C'est très institutionnel. On nous dit, le garde à domicile, il fait ce que fait une aide familiale. Moi, je vous dis, parlez avec Eric et parlez avec un aide familial. Ils vont vous expliquer les différences sur le terrain. Ils ne font pas les mêmes choses. Ils sont complémentaires. D'ailleurs, ils peuvent se retrouver à un moment donné à deux à domicile et ils ne feront pas les mêmes choses. Donc, ils ne se marcheront pas là-dessus. Et voilà, donc pour moi, c'est la raison du blocage, elle est institutionnelle et donc elle est vraiment au niveau des directions, des institutions, il y a une peur. Une peur de quoi? Une peur de perdre à un moment donné ou de devoir partager une partie du gâteau financier qui est proposé à l'heure actuelle. Et comme on le sait, avec la nouvelle réforme de l'État, les nouvelles compétences qui sont attribuées aux régions, il n'est pas encore très clair au niveau du budget ce qu'il y aura au niveau du gâteau. Absolument, et donc, il y a une certaine crainte à ce niveau-là. Pourquoi le problème n'est pas posé au niveau de la communauté française plutôt qu'à la région bruxelloise? Le problème, il est en posé, termes de compétences. Le problème, il est posé à tous les niveaux de pouvoir, en fait. Et donc, on voit la région, on rencontre la communauté, la COCOF, la COCOM, on rencontre toutes les autorités qui pourraient, à un moment donné, intervenir et proposer une reconnaissance du métier. Parce que le ministre de la Santé a quand même un droit de regard, quelque part. C'est lié un peu à la santé aussi. Dans les méandres, des compétences politiques, encore hier, j'ai rencontré l'une des ministres. On a parlé de notre situation et elle exprimait ah oui, mais ça c'est bien mes compétences. Ah, ça par contre, ça c'est pas mes compétences. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir agir là-dessus. Et donc voilà. Ça montre la difficulté. Tout à fait. Et en fait, nous, notre idée, c'est vraiment du problème. Voilà, notre idée, c'est vraiment de créer des synergies entre justement ces différents politiques. Mais je suis là aussi avec Eric, pas seulement par rapport à GAM. Je pense que c'est l'ensemble du secteur qui doit vraiment être revu, retravaillé et certainement revalorisé. Et donc, je ne suis pas là pour plaider pour ma chapelle ou la chapelle de GAM, mais de manière générale, de dire voilà. Il y a des besoins sur le terrain, il y a des bénéficiaires en demande, en difficulté, aidons-les. Et je pense que l'une façon de les aider, c'est aussi de passer par cette étape de travailler sur une certaine reconnaissance du métier de garde à domicile. Eric, j'ai rencontré énormément de gens qui sont dans des métiers très proches. Ils n'ont jamais entendu parler de garde à domicile. Ils ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs pour des gens qui cherchent dans ce secteur-là soit une formation, soit un métier et qui sont intéressés sans le savoir par ce métier? Mais moi, je les encourage à les informer. Nous avons au niveau des GAM un système pour pouvoir informer les gens, les demandeurs d'emploi, tous ceux qui ne voient pas la porte s'ouvrir, de venir frapper à la porte des GAM. Nous sommes là. C'était un métier valeureux, c'est un métier actuel, c'est un métier d'avenir, parce que quand on tient compte du vieillissement de la population, on aura encore besoin des gens
de garde à domicile en tout cas. Je demande à ces gens-là de venir, nous sommes là. C'est un métier d'avenir avec le vieillissement de la population, comme le dit Eric, avec tous les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, les familles qui sont éclatées, les personnes sont isolées. Exactement, oui. D'ailleurs, la preuve en est, 60% de nos bénéficiaires ont plus de 80 ans. Et donc, effectivement, le vieillissement de la population, les nouvelles pathologies, mais aussi la réorganisation des soins de santé avec les hospitalisations d'un jour, courte durée, donc on va plus rapidement à la domicile, l'isolement de plus en plus, effectivement. Donc oui, je vous le dis, la demande, elle est là, elle est énorme, et on n'arrive pas, nous, à y répondre en tout cas. Où est situé GAM pour ceux qui veulent venir vous rendre une petite visite? Mais tout le monde est le bienvenu. Donc GAM situé à la rue de Crayères, qui est une parallèle à l'avenue Louise en fait, donc à Bruxelles. Nos bureaux sont situés là, mais nous travaillons dans les 19 communes de Bruxelles. Et donc vous verrez des gardes à domicile partout dans Bruxelles. En tout cas, vous allez sur Internet et vous tapez GAM ASBL, vous tombez sur le site très bien fait de cette organisation. Anoucha aurait pu poser quelques questions parce qu'il travaille plus ou moins dans ce secteur également. En tout cas, merci de vous être déplacé pour nous rendre visite ici à Radio Air Libre. Merci à vous. Merci. Jadi son warila, kuma teneda. Jadi son sanuna, kuma teneda.